Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo dans un cadre complètement différent de ce qui va terminer. Mais regardez-moi ce paysage magnifique, incroyable. Là où vous vous dites n'importe qui, en fait, il irait faire ce qu'on appelle tout simplement des vacances de type sur source. Le youtubeur standard tel que moi va tout simplement profiter de cette occasion pour repérer plein d'endroits sympathiques, pour faire des B-rolls. B-rolls, en fait, c'est, dans mon cas du moins, c'est faire des scènes de coupe, littéralement, donc des plans qui ne vont pas être les plans principaux, donc les plans où on va me voir, tout simplement des plans annexes où on va voir d'autres éléments qui vont permettre tout simplement d'effectuer une transition pour le spectateur pour que vous n'ayez pas tout le temps ma seule tête en visuel. Ce que j'appelle B-roll, peut-être un petit peu à tort, c'est en fait l'action de mettre des images qui soient donc filmées, qui soient des images autres que celles de votre plan principal. Donc par exemple là je suis en train de vous parler, et ensuite là, pendant que je continue à parler, que ma voix continue à se faire entendre, une autre scène se joue et vous voyez d'autres éléments qui sont soit en lien, soit non, directement avec la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ce que ça permet tout simplement, c'est d'apporter un certain dynamisme à votre vidéo et donc de ne pas avoir seulement un plan fixe avec une personne qui parle pendant toute la durée de votre vidéo. Ça rajoute aussi un petit peu d'intérêt où ça permet de montrer des choses à un spectateur, par exemple une chose qu'il n'aurait pas vue dans un plan, que dans votre plan par exemple sur lequel vous voulez porter son attention, eh bien vous pouvez totalement le glisser à un moment comme ceci, ce qui va faire une coupure et donc permettre à votre spectateur de raccrocher à nouveau son attention sur ce que vous êtes tout simplement en train de lui dire. Les B-rolls sont également en soi un excellent moyen de s'entraîner à la vidéo, étant donné que vous allez cibler des choses que vous n'avez pas l'habitude de filmer. Vous avez l'habitude de vous filmer vous, souvent lorsque vous faites du facecam, mais par contre vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher des éléments du décor, d'aller chercher ces fondus d'arrière-plan, etc., que ensuite vous chercherez à reproduire sur vous, de manière à avoir des fondus d'arrière-plan, et là j'ai un appareil qui ne me permet pas de le faire, mais d'avoir en gros votre sujet d'intérêt qui soit net, tandis que tous vos sujets non d'intérêt, donc par exemple dans mon cas ici l'arrière-plan, serait flou. L'idée aussi des B-rolls est de capturer des images que vous ne pouvez pas capturer en fait pendant que vous êtes en train de filmer votre sujet principal. Par exemple, vous allez avoir une caméra qui va être braquée sur votre sujet, mettons que ce soit un endroit, et vous allez avoir votre autre caméra qui va être braquée sur un autre endroit. Sachez que globalement, n'importe quel appareil peut convenir à ça en fait. Par exemple, là actuellement, ceux que vous voyez projetés maintenant sont filmés à l'aide d'un smartphone assez ancien de surcroît. Vous n'avez pas besoin d'un excellent appareil, vous avez juste besoin en fait que ce soit quelque chose qui fasse des prises de vue qui soient correctes, étant donné que de toute façon on ne va les voir que quelques secondes, ce ne sera pas votre caméra principale. Et vous allez pouvoir bien évidemment les retoucher dans votre logiciel d'édition vidéo favori. Petit update sur le macro deck parce qu'il y a eu une mise à jour, la 1.3 puis la 1.3.1 que je n'ai pas cover. Oui, il y a eu beaucoup de fonctionnalités d'ajouter, mais surtout c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, c'est la manière de le réinstaller, parce que avec la nouvelle version, la procédure d'installation a changé et donc du coup je m'en vais un petit peu vous la décrire ici. La procédure a changé pour la partie USB de la chose, donc la partie que j'avais couverte en tant que telle et non pas la partie Wi-Fi. Et pour la partie Wi-Fi, vous allez toujours sur le Play Store, vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous téléchargez le programme sur votre ordinateur. Une chose peut-être sur laquelle je n'avais pas spécialement insisté, il faut installer la chose sur les deux périphériques. Le périphérique que vous voulez utiliser en tant que contrôleur, votre smartphone, et le périphérique que vous voulez utiliser en tant que contrôlé, à savoir votre ordinateur. Lorsque vous lancez MacroDeck serveur, donc celui sur ordinateur, non pas celui sur smartphone, vous avez du coup une nouvelle interface qui va vous accueillir si jamais vous avez fait la mise à jour. Sinon, il va vous demander de mettre la mise à jour. Si vous avez le même problème que moi, à savoir qu'il dit que adb.exe est ouvert, vous faites CTRL-ALT-SUP, gestionnaire des tâches, et vous allez chercher ici dans Détails, adb.exe, clic droit, fin de tâche. Et comme ça va vous permettre de faire votre installation, votre mise à jour. Donc, ensuite, si jamais on va dans l'interface de MacroDeck Server, voilà, on se met ici, là où on a donc notre interface de base, celle qu'on avait vue la dernière fois. On a ici l'interface de paramètres, et dans Device, ici, vous avez USB Device Adapter.
où là on vous dit tout simplement que si vous avez déjà installé le MacroDeck client depuis le Play Store, désinstallez-le et cliquez sur Download and Install. Je suis allé donc dans le gestionnaire d'application, information d'application pour le MacroDeck client et donc je vais le désinstaller. Hop, oui, vous désinstallez cette application, oui, désinstallation. Désinstallation terminée. Ensuite, techniquement, il ne me reste que à cliquer sur ce bouton Download and Install pour que l'application soit installée sur le smartphone directement. A few moments later. Donc après un peu plus d'une heure de cafouillage, de trifouillage, etc., je n'ai toujours pas trouvé de moyen de refaire fonctionner le MacroDeck avec ce que j'ai actuellement. J'ai tenté d'enlever la rallonge USB parce que des fois c'est une chose qui pose problème même si ça ne posait pas problème avant. J'ai tenté de désinstaller, de faire l'installation par la chose, d'installer les drivers ADB, je suis passé en mode sans échec pour désactiver la certification des drivers pour permettre à ADB de s'installer. J'ai installé ADB, ça n'a rien changé à la situation. J'ai toujours le fameux disconnected ici. J'ai beau tenter de connecter depuis là, faire le USB device adaptateur, aller sur Play Store. Quelle que soit la voie que j'utilise, ça revient au même. Donc du coup, pour le moment, je considère la chose comme morte, malheureusement. Et dans l'attente de quelque chose de nouveau, étant donné que je ne puis le contacter, car il marque qu'il est trop occupé pour répondre à des emails maintenant, donc il ne donne pas de contact. Je tiens à préciser tout de même que là, ce dont je suis en train de parler, c'est pour la connexion en USB uniquement. Je ne parle pas de la connexion en Wi-Fi qui doit très bien marcher, il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu de changement de la procédure de connexion, que je ne peux pas tester moi, étant donné que je n'ai pas de modem Wi-Fi partagé. Parce que justement, point sur lequel je veux revenir, parce que j'ai eu un commentaire dans ce sens, pour connecter votre appareil Android et votre ordinateur, vous devez les avoir sur le même réseau Wi-Fi. Et quand je parle de même réseau Wi-Fi, je parle par exemple d'un petit réseau local Wi-Fi que vous mettez en place. Donc par exemple avec votre routeur Wi-Fi ou avec par exemple une clé Wi-Fi que vous branchez directement sur votre ordinateur pour permettre une connexion entre les deux. De la même manière, si jamais quelqu'un a la solution pour l'USB, je suis toujours preneur, mais sachez qu'il va falloir bien chercher quand même parce que je suis allé assez loin et j'ai rien trouvé. J'ose espérer que pour l'USB c'est seulement un bug et que ça ne s'appliquera pas à vous, mais dans le doute, je vous dirais plutôt, si vous voulez le tester, testez-le en Wi-Fi parce qu'en USB ça ne m'a plus l'air fonctionnel pour le moment. Tant pis, c'était un outil que j'utilisais, c'était un outil que j'aimais bien, mais du coup je vais repasser à 100% sur le petit Stream Deck ici. Et je vais continuer à chercher pour trouver une solution alternative ou bien suivre les éventuelles mises à jour de celui-ci. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est particulièrement dommage, mais bon, tant pis, je pense que c'est une étape nécessaire du développement. Je pense qu'il n'a pas fait ça de manière... je pense qu'il l'a testé, lui, que ça marchait chez lui, étant donné que c'est une version stable et pas une version bêta. Mais... personnellement ça ne fonctionne pas, donc du coup je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas. J'ai eu énormément de mal à faire la mise à jour, énormément de mal à reconfigurer tout, mais ça ne marche pas plus. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça, et en espérant trouver une solution, donc que je mettrai dans ce cas là dans une prochaine vidéo, ou alors trouver une alternative, pareil, que je vous mettrai dans une prochaine vidéo. Donc restez connectés, restez informés, et je vous dis ça très vite. Cette prochaine partie va pouvoir s'amener un petit peu en solution à tous ces problèmes qui se sont présentés précédemment, à savoir avec le MacroDeck, à savoir avec le fait que le Stream Deck soit cher. Étant donné qu'il y a une autre solution encore totalement différente, intermédiaire, qui consiste à utiliser un contrôleur MIDI, c'est-à-dire des petites choses qui peuvent ressembler à ceci, qui sont en fait des contrôleurs que vous branchez via un port USB sur un ordinateur et qui ont des boutons, des faders, des potentiomètres, et qui sont relativement peu onéreuses. Vous pouvez trouver les premiers en dessous des 30 € en fait. Et le fait est que vous pouvez les utiliser. Là, ma présentation va majoritairement s'axer sur l'utilisation avec Resolve, mais bien évidemment c'est utilisable totalement avec OBS en configurant des raccourcis clavier pour
chacune de vos scènes, chacune de vos sources, etc. comme vous pouvez le faire dans les paramètres d'OBS. Donc c'est encore une alternative intermédiaire qui vous revient possiblement bien moins cher que le Stream Deck, dépendant de celui que vous prenez. Depuis un certain temps, je suis passé à DaVinci Resolve pour faire mes montages, et donc du coup j'ai cherché assez rapidement à avoir un contrôleur dédié, ou au moins des raccourcis assez avancés pour mieux contrôler le dit logiciel. Sauf que le problème de masse que je me suis heurté, c'est un problème vis-à-vis de la compatibilité avec la plupart des interfaces MIDI, à savoir que au moment où je lance Resolve, je ne sais pas si le problème est répandu ou si c'est uniquement mon problème, mais à chaque fois que je lance Resolve avec un périphérique MIDI de connecté et que je lui demande de l'utiliser, Resolve crash systématiquement. J'ai donc pendant un temps abandonné l'idée de le faire, et m'est venue une idée. Est-ce qu'on n'utiliserait pas quelque chose d'intermédiaire entre notre périphérique MIDI, donc par exemple ici j'ai le Nano Control de chez Korg, qui est un périphérique MIDI avec un certain nombre de boutons, un certain nombre de faders et un certain nombre de potentiomètres, qui est extrêmement peu onéreux, d'où l'intérêt en fait de la chose, parce que tous les contrôleurs que vous pouvez utiliser avec DaVinci Resolve sont au-delà des 500 €. Le but étant d'avoir la solution abordable du côté contrôleur MIDI, sans trop galérer non plus, parce que ce n'est pas spécialement le but non plus, mais le problème étant que la seule autre alternative aux contrôleurs professionnels, c'est les contrôleurs MIDI avec un certain logiciel qu'on vous fait payer 200 €. Sachant qu'on ne veut pas simplement se limiter ici à l'usage de certaines touches pour lancer la lecture, couper la lecture, couper une scène, faire ce genre de choses. Non, ce qu'on veut, c'est aller utiliser idéalement les petits faders qu'on a ici, et les petits faders et les petits potentiomètres qu'on a ici, pour tout simplement aller se déplacer sur la timeline, faire des changements dans la colorimétrie. Bref, tout ce genre de choses qui se trouvent normalement sur les surfaces beaucoup plus professionnelles et qui coûtent, justement, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, extrêmement cher. Là, ce que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle Boom MIDI Translator classique. Alors, Boom MIDI Translator, en fait, c'est un utilitaire qui vous permet de convertir un signal MIDI, donc typiquement qui vient de ce clavier MIDI ici, en keystroke, donc autrement dit en touche du clavier. Donc ça veut dire que votre ordinateur va interpréter que ce que vous faites ici, c'est des actions en touche du clavier ici. Et donc du coup, on va pouvoir coder chacun de nos potentiomètres, chacun de nos faders, chacun de tout cela, en touche du clavier qu'on va ensuite mettre dans Resolve en tant que raccourci. C'est la technique la plus correcte que j'ai pu trouver. Donc, on va faire quelques petits tests et on va voir ce que ça nous donne tout simplement. Donc, Boom MIDI Translator est un utilitaire gratuit. Vous pouvez le télécharger directement sur le site de son éditeur, dont je vais mettre le lien dans la description. Et il permet la reconnaissance de tous les périphériques MIDI et de toutes les actions sur ceux-ci, que ce soit des faders, des potentiomètres, des boutons ou encore d'autres choses. Car il y a par exemple des boules sur certains des contrôleurs MIDI que celui-là n'a pas, étant donné que c'est un contrôleur d'entrée de gamme. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ça pour les bind dans Resolve. Mais vous pouvez totalement les bind dans OBS avec la même technique, étant donné que si jamais vous avez des boutons comme ça, que vous attribuez un raccourci clavier, mettons, à ce bouton-là, et bien lorsque vous allez le presser, ce sera comme si c'était un raccourci clavier que vous faisiez avec votre propre clavier. Donc vous pourriez très bien utiliser un CTRL-MAJ-Z pour déclencher quelque chose dans OBS. Petit tips que je peux vous donner quant à ce genre de matériel, c'est d'utiliser des gommettes ou bien des morceaux écrits avec du scotch pour mettre sur vos touches pour que vous vous souveniez à quoi correspond quoi. Sachez que là, je l'ai montré avec un contrôleur MIDI, mais sachez qu'un clavier MIDI peut très bien le faire. Lorsque vous êtes dans cette interface, vous avez ici le bouton Add a New Translator que vous pouvez cliquer, voilà. Ça vous crée donc par défaut un projet dans lequel vous allez avoir l'intégralité des raccourcis, comme ça vous allez pouvoir avoir plusieurs presets que vous allez pouvoir switch entre si jamais vous avez envie.
Et vous avez ici un New Translator, donc un nouveau traducteur en soi. Donc on va l'appeler par exemple bouton play, je double-clique, message MIDI, capturé, tac, voilà. Et en sortie, keystroke émulation. Et on va mettre ça, droite, pour voir comment ça se comporte. Ici j'ai mon entrée bouton play, donc qui est mon éditeur pour mon bouton play. En fait là ce que vous pouvez voir, c'est que si jamais je fais de la lecture dans Resolve, il faut que je me maintienne appuyé pour que ça lise. Tout simplement parce que, en gros, il associe et à la pression, dans ce sens-là, et au relâchement, la touche espace. Donc si on veut corriger ça, en fait, tout simplement, il faut faire capture MIDI, et là, en fait, quand vous appuyez sur le bouton, vous remarquez que si vous appuyez sur un bouton, il y a 3 choses qui apparaissent. Ici, PP, qui veut dire l'intégralité des entrées faites par ce bouton, là, 00, qui correspond à l'état enfoncé, et 7F, qui correspond à l'état relâché. Donc, par exemple, si on a envie que notre lecture soit associée à 00, donc le moment où on appuie, bah on n'a qu'à sélectionner ça, et ensuite, on va dans ici, et on édite ceci. Et donc là, si je fais appliquer, cette fois-ci, un appui correspond à une mise en lecture, et un second appui à un arrêt. Quand vous appuyez sur un bouton standard d'un contrôleur MIDI, vous avez 2 états. Et donc du coup, lorsque vous définissez votre keystroke que vous mettez associé à ce bouton, si jamais vous ne faites pas attention, vous allez avoir seulement associé en fait à 1 l'aller, 2 le retour, votre touche. Or, dans le cas d'un play-pause par exemple, on a envie que ce soit tout simplement activé une seule fois, qu'on n'ait pas à rester enfoncé pendant la lecture. Ou on peut, mais c'est une toute autre volonté. Et donc du coup, ce qu'on va vouloir, c'est sélectionner un seul des événements, soit au poussement, soit au relâchement, pour ne pas avoir de soucis de ce type. Alors, là vous allez me dire, ouais mais pourquoi est-ce que tu fais pas un fader qui, si tu vas dans un sens, il a un comportement, et si tu vas dans l'autre sens, il a un autre comportement. Le problème que vous remarquerez là-dedans, donc dans le MIDI Bone Translator, et que si je reprends mon fader test par exemple, voilà, vous avez, quand vous faites capture MIDI, avec un fader, tout un tas d'états. Comme il est possible de le constater, je n'ai pas configuré de manière à avoir, quand on pousse un fader dans un sens, on a une action, et quand on pousse le fader dans l'autre sens, on a l'action opposée. Par exemple, flèche droite et flèche gauche qui nous permettraient d'aller d'un côté et de l'autre de la timeline. C'est dû en fait tout simplement au logiciel en lui-même, étant donné que c'est une fonctionnalité qui n'arrive que dans les versions payantes. Or, la version payante est à 59 € et je n'ai pas assez d'usage pour nécessiter un tel achat. Sachez que toutefois que ça existe et que si c'est ce que vous désirez, c'est une fonctionnalité que vous pouvez avoir, mais il vous en coûtera le prix. Le logiciel que nous avons vu ici est totalement utilisable avec un clavier MIDI en tant que tel. Donc l'idée, c'est que vous prenez n'importe quel périphérique que vous avez ou qui n'est pas très cher, et vous pouvez l'utiliser en guise de Stream Deck au final, de manière à ce que vous ayez un Stream Deck de substitut qui vous coûte moins cher que celui d'origine. C'est donc la meilleure chose que je puisse faire en termes d'intégration de ceci, étant donné que de toute manière, les commandes la plupart des commandes de Resolve sont accessibles en fait via des scripts auxquels je n'ai pas accès, je ne me suis pas plongé pour le moment, mais je vous propose cette solution-là en solution intermédiaire, solution de départ, qui vous permet déjà de mettre toutes vos actions, que ce soit par exemple faire un cut, ajouter des transitions, tout ça, en regardant les raccourcis qui sont utilisés dans Resolve ou en utilisant vos propres raccourcis et ensuite en les utilisant avec le beau MIDI Translator. C'est pas optimal dans le sens que, bien évidemment, quand vous poussez un fader, ça ne va que dans un sens et quand vous le tirez vers vous, c'est la même chose. Mais au moins, ça vous permet d'utiliser un contrôleur MIDI, si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez, plus qu'un clavier pour utiliser avec Resolve, même si pour le moment l'intérêt est limité. On peut dire en un sens que le Stream Deck reste mieux, et c'est normal, c'est la solution entre guillemets professionnelle.
Mais le fait est que tout le monde n'a pas 150 € à mettre dans le Stream Deck. 150 € quand il est à son prix le plus bas. Dépenser 150 € dans un tel matériel est quand même une dépense. Et du coup, c'est pour ça globalement que je vous présente des alternatives. C'est pour que vous ayez un panel de choix pour remplacer cet appareil ou au minimum le substituer sans que ça vous coûte extrêmement cher. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques petites choses, qu'elle vous aura donné des pistes pour améliorer vos setups, vos conditions d'enregistrement, vos conditions de montage. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je referai une vidéo de ce type dans environ un peu plus d'un mois. Vous aurez un peu plus de Tech Quickie et vous aurez un peu plus de prise en main de logiciels purs pendant les mois de juillet et d'août. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans l'intervalle, il va y avoir beaucoup plus de vidéos liées au JDR et liées à l'univers que je développe. Donc n'hésitez pas aussi à y faire un tour, c'est toujours sympathique et ça permet de voir en application ce que je vous explique dans ce type de vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et à très bientôt. Salut!